Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. Donc, c'est l'épisode 13. Et ce soir, nous allons poursuivre et terminer la seconde partie du dossier intitulé Mensonges et trahison avec les références notamment sur Marianne, sur la franc-maçonnerie, la République, etc. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne avec derrière moi les ouvrages, comme d'habitude, avec Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau, Les Voraces avec Vincent Jauvert, les 3 livres de Marc-Gabriel Draghi, Le Grand Reset en marche, La Grande Narration et CBDC, Une monnaie pour servir l'humanité, Les Intouchables d'État de Vincent Jauvert ainsi que La Mafia d'État, La conversion d'un franc-maçon de Serge Abad-Gaillardeau, La pelote de laine de Mathieu Biasotto et enfin l'américanisation de la société française de Yannick Sauveur. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier, ni même avec Jean-Pierre Coq. Je rappelle également que je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge. Je ne suis pas suicidaire. Et je rappelle que je n'appartiens à aucun réseau hermétique connu. Franc-maçonnerie, Rotary Club, Lions Club et quelques réseaux que ce soit. Je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Je me remets Bienvenue bien. pour cet épisode 13 déjà du devoir de tout dire et du droit de savoir. Donc on va pas faire trop de préambule puisque nous allons poursuivre le fameux dossier mensonges et trahison. Après crime et châtiment, c'est mensonges et trahison, si je puis dire. Alors nous avions parlé la dernière fois notamment des symboles comme Marianne, l'androgynie, les symboles maçonniques, etc., etc. Donc là, on va passer à la deuxième partie de ce dossier en essayant de le conclure aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore fini, hein, ce fameux dossier de 2500 pages. Hein, c'est une épopée. C'est une épopée qui en fait dure depuis 5 ans, puisque ça fait 5 ans que vous les avez écrits et publiés, et surtout que vous avez fait, j'allais dire, lancer l'alerte à des centaines de milliers de personnes, mais sans beaucoup de résultats en retour, entre guillemets, publiquement parlant. Mais là, voilà, on va aborder donc les immortels et autres discrets du système, avec l'Académie des sciences morales et politiques, le CODEM, comité de contovigilance. Vigilance. Voilà, donc je te laisse rebondir. Alors, bonsoir à toi Nicolas. Ça faisait longtemps. Effectivement, ça fait partie des éléments de compréhension qui nous apparaissent indispensables avec Jean-Pierre pour comprendre l'envers du décor et ce qui se passe en coulisses, avec toujours en trame de fond ce qui était notre actualité pour tous, à savoir la phase aiguë Covid. Donc, il y aura toujours un lien avec le médical, le pharmaceutique et bien sûr le SARS-CoV-2 Covid. Pour comprendre l'envers du décor, effectivement, au fil des épisodes, on a vu que la nouvelle franc-maçonnerie qui a existé durant 300 ans et qui a été renversée en 2017, en juillet 2017, était une franc-maçonnerie maritime et correspondait à l'impérialisme, on va dire, anglo-saxon, dont le code couleur était le blanc, le bleu et le rouge qu'on retrouve sur différents drapeaux. Et ce drapeau bleu, blanc, rouge, ce mouvement hermétique dit nouvelle franc-maçonnerie maritime correspond à ce qu'on peut appeler la version terrestre
du Léviathan, donc mi-ours, mi-lion. On a vu avec Marianne à l'épisode précédent que c'était une façon de ces hermétiques-là, francs-maçons et affiliés, de remonter la chronologie. Donc en partant de Marie, la mère du Christ, en remontant avec Anne, la grand-mère du Christ, pour revenir non pas à ce qu'on peut croire une religion abrahamique, mais de revenir à ce qui était pré-adamique, donc hermaphrodite, même ovipare, et non pas comme nous sommes donc des... comment on appelle ça? On ne pond pas des œufs, nous. Donc nous sommes des mammifères. Mammifères. Merci. Voilà. Voilà. Et donc là, on va aller vers quelque chose de connu plus ou moins. Ce sont les académies et les autres clubs ou sociétés dites hermétiques, donc cachées, secrètes, qui ont toujours voix au chapitre en France. Alors c'est non exhaustif. L'introduction est un peu longue, mais j'ai essayé de raccrocher certains wagons, puisque si on part dans le sens opposé de la chronologie, donc de Marie à Anne, pour remonter à l'épisode pré-adamique, on passe de la nouvelle franc-maçonnerie de 1717 à 2017, dite maritime, bleu, blanc, rouge, à la remise en vie, si tu veux, à la résurrection du Léviathan à partir de 2017, qui est bleu et blanc. Donc l'OMS, l'ONU, tout ce qui est bleu et blanc. On arrête là, mais tout le monde pense au même drapeau. Et on va attaquer effectivement tout ce qui est l'Académie des sciences morales et politiques, dont on parle régulièrement depuis le temps. Et on vous a mis l'historique de cette académie, de l'Institut de France, qui est quai Conti à Paris. Et il y a des choses très intéressantes. C'est notamment, alors, il faut comprendre que Nicolas tu m'as donné un défi assez à relever, c'est-à-dire que tu voudrais que l'on fasse ça aujourd'hui. Non, mais c'est. Alors j'ai dit, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. Je préfère qu'on passe plus de temps, plus d'épisodes, mais que ce soit clair dans les. Voilà. Après, je ne sais pas parce que c'est en fonction de chacun. Disons qu'on va faire en sorte aussi que les auditeurs fassent leur part du travail dans le sens où il faut lire les dossiers, il faut les comprendre. Alors certes, ceux qui ne trouveraient pas d'intérêt à faire ça, bon, bah, tant pis, on va pas non plus passer notre temps à répéter l'intérêt de faire ça. Virginie et Jean-Pierre n'ont pas passé 18 mois, 17 heures par jour, 18 heures par jour, presque de manière insomniaque à faire ces dossiers juste pour la branlette intellectuelle et pour le plaisir. C'est parce qu'il y avait bien une intention derrière. Non, mais parce qu'il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Il y a des gens qui pondent des rapports qui ne sont jamais lus. On appelle ça la Cour des comptes ou le Comité économique, social et environnemental, et ils sont cher payés, trop cher payés pour ça. Et il y a des gens qui ont fait ça bénévolement, qui ont été marginalisés, voire presque mis à la rue, alors que ce qu'ils démontrent, ça fait 5-6 ans qu'ils le démontrent. Et aujourd'hui, en 2026, certains arrivent comme les résistants de 1948 en disant « Ouais, j'étais là. Non, mais en fait, il y a 5 ans, tu n'étais pas là. Tu étais plutôt dans l'autre camp. » Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc là, pour commencer, nous avons le site de l'Académie des sciences morales et politiques, la SMP. Voilà, donc Voilà. 2 siècles d'existence. Alors moi, j'avoue qu'avant de lire vos dossiers, j'avais très peu entendu parler de ces institutions. On a l'impression que ce sont même des institutions fantômes, un peu comme l'Académie française. On se demande si elle sert encore à quelque chose aujourd'hui, puisque avec l'écriture inclusive, le wokisme et puis la novlangue macroniste avec distanciation sociale, etc., on se demande si les immortels sont pas les inutiles maintenant, parce que ça a perdu de son charme. Voilà.
Justement, je vais essayer de vous faire comprendre à travers ce chapitre l'intérêt de l'Institut de France qui regroupe différentes sections et différentes académies, dont l'Académie des sciences, l'Académie des arts, l'Académie des lettres, l'Académie des sciences morales et politiques, donc celle-ci, et en quoi c'est important de ne pas les oublier. Si tu pouvais juste me permettre de lire le préambule et ensuite on va passer En tout ce prie, qu'on peut vas-y. trouver en encart qui sont des captures d'écran du site de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, je ne suis pas allée voir depuis 2021 ce qu'il en est en termes de mise à jour, mais il y a quand même eu une nomination assez intéressante tout dernièrement dans cette fameuse Académie des sciences morales et politiques. J'y reviendrai. Alors, le préambule, sans avoir besoin de revenir en faisant défiler les pages, je vais juste lire le préambule qu'on a mis. C'est en page 122 du dossier. Donc, pour l'historique de cette institution, le plus simple est de reproduire le texte de présentation du site de la dite Académie ASMP. C'est aussi simple que ça. Sur le principe des chapitres précédents, les passages tendancieux ou équivoques seront mis en rouge et en caractère gras. Par tendancieux ou équivoque, il faut comprendre le lien avec le concept des sociétés hermétiques et marginales versus les processus transparents et démocratiques. Qui dit culture du secret dit après constatation que cela n'a rien de bienveillant ni à l'encontre de notre nation ni à notre égard. Ainsi, tout ce qui est en lien avec l'esprit des Lumières, donc luciférien, sera expliqué plus amplement dans le dossier numéro 4, donc le vert, il me semble. Mais dès à présent, vous pouvez partir du principe que par cette dénomination, il faut surtout entrevoir une allusion à Lucifer ou porteur de lumière. Le fait que Paris soit appelée ville lumière n'a rien à voir avec le côté polarité positive dite de la lumière. C'est pas une ville lumineuse. C'est véritablement l'une des 3 villes lucifériennes au monde. Donc là, je vais pas le lire, je vais vous expliquer. Si vous prenez un atlas, une map monde, dans un livre d'atlas, et que vous regardez le planisphère, vous avez Paris, New York, la ville, la grosse pomme, et Sydney, la capitale de l'Australie. Sydney, c'est la ville émeraude. Paris, c'est la ville lumière. Et New York, c'est la grosse pomme. Ce sont 3 villes lucifériennes. À New York, on a la Statue de la Liberté, qui est un homme, hermaphrodite. Lorsqu'on fait un triangle, je vais essayer de parler lentement, lorsqu'on trace un triangle avec ces 3 villes-là, et qu'on coupe chaque côté pour en déterminer le centre, ça nous donne une zone spécifique au niveau du planisphère qui se trouve être en Éthiopie, non loin de là où le squelette de Lucie, notre supposé ancêtre, a été trouvé. Dans la région d'Afar, par Voilà. David Lewis Williams et Yves Coppens en 1974, pour la petite Ou anecdote. pas très loin de là où c'est l'acier premier, donc le Rastafari, l'empereur Rasta, avait son lieu de vie. Ça, c'est une parenthèse. Donc, mais bon, voilà, les 3 villes, New York, Sydney, la ville émeraude et Paris, sont donc 3 villes lucifériennes. Toujours agréable de le savoir, on ne sait jamais, voilà. Et Dans donc, Ville Lumière, en fait, voilà, c'est plutôt les ténèbres, mais voilà. alors, par luciférien, il faut comprendre, soit c'est la lumière naturelle, soit c'est la lumière artificielle. Donc là, on est dans la lumière artificielle, pas la lumière naturelle. Donc ensuite, effectivement, vous avez un copier-coller tout simple de ce que j'ai trouvé sur le site de l'Académie des sciences morales. Donc, je rappelle, la science, c'est pas simplement 0, 1 ou l'informatique ou les mathématiques. Ça englobe les sciences dures, la morale, la politique,
et bien d'autres choses encore. Donc, l'occultisme est une science. La divination est un art, par exemple. D'accord. Ok. Donc, et les mentions en rouge sont des mentions que nous avons estimées importantes. Et notamment, on verra plus tard, les thèmes annuels demandés par les présidents de la République à l'Académie des sciences morales. Techniquement, l'Académie des sciences morales est passée d'une institution royaliste de l'époque de Montesquieu à une SAS, en passant par le statut de PME. Donc toutes les académies sont des entreprises également. Et tous les ans, le président de la République en exercice demande aux académiciens de travailler sur un thème spécifique de façon annuelle. Et si tu me le permets, si je retrouve ce que je l'avais mis, il me semble, quelque part. Donc là, nous sommes en page 124 concernant donc l'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc je lis ce qui est marqué en rouge: «Les sciences morales et politiques qui ne sont apparues qu'au cours du siècle suivant, dans la mouvance des Lumières, ne furent pas regroupées dans une institution spécifique reconnue par l'État royal. Seuls d'éphémères clubs se réunirent autour de ces études scientifiques de l'homme. Parmi eux, on peut citer le club de l'entresol que fréquenta Montesquieu». Voilà. Alors, le club de l'entresol, il y a une page qui est juste dédiée pour ce club-là, mais la notion de club est existante depuis fort longtemps, et ce club-là spécifique avait été interdit. Mais il existe toujours. D'ailleurs, la naissance du Rotary Club, c'est à la fin du 19e siècle dans les cercles de notables, et d'ailleurs Rotary Club. Donc les clubs, comme les salons littéraires ou les salons parisiens, et puis ensuite on se regroupe en fonction des corporations. Voilà, c'est donc, j'allais dire presque de tout temps. En tout cas, là, on voit par exemple en 1795 la création de l'Institut de France, et cetera. On voit que depuis, la révolution bourgeoise dite française de 1789, les clubs, les cercles de pensée, et cetera, tout ça prend un peu sa source, suite à ces, basculements, historiques en quelque sorte. Alors, on est passé d'un système de guildes et de corporations à un système de clubs et on va dire, de cercles. Mais c'était la grande mode à la cour de Versailles, notamment avec Louis XIV, où il y avait les cercles littéraires. Et le mot club est un terme c'est un anglicisme, si tu veux. Donc, oui, effectivement, ça a évolué, pas nécessairement dans le bon sens, et je module mes propos, mais on est passé de guildes professionnelles ou de corporations professionnelles à des clubs intellectuels. Voilà. Aujourd'hui, la grande mode des clubs, ce sont ce qu'on appelle, en anglais les think tanks, c'est-à-dire les cercles de pensée qui sont un petit peu des succursales, j'allais dire, de la franc-maçonnerie, puisque ce sont des Alors, clubs où, non? c'est oui et non. C'est ça, C'est-à-dire c'est du en même temps, en fait. c'est surtout le côté militarisé qu'il faut retenir des think tanks. Ce sont des D'accord. chars de pensée. Bah oui, parce que oui, il y a tank dedans, donc c'est très Mais juste ce que tu dis d'ailleurs, oui. c'est là où on ne se rend plus compte du nombre de vocables militaires que nous utilisons quotidiennement, Et presque inconsciemment sans d'ailleurs. s'en rendre compte, puisque Mmh. la langue française était la langue la plus répandue sur le continent jusqu'en Russie, et c'était la langue riche et des diplomates. Et on a troqué la langue française contre l'anglais, qui est une langue ambidextre, on va dire, dans le sens où
déjà, on ne connaît pas le sens littéral des mots, on ne cherche plus les traductions, on s'intéresse simplement à ce qu'on entend dire de ces mots-là, sans en chercher le sens. Mais quand on s'attache aux anagrammes des mots anglais, c'est assez intéressant de voir les significations qui sont incluses énergétiquement dans ces mots-là. Je te donne un exemple à part. Le mot tennis, mais c'est vraiment à part, ça n'a rien à voir avec le sujet de maintenant. Le mot tennis, le sport, initialement, c'était un mot français qui était en lien avec le jeu de paume, qui est un jeu très aristocratique, qui a été importé en Angleterre. Et à chaque fois que les joueurs s'envoyaient la balle sur le mur, la coutume voulait qu'on disait tenez. Et de tenez en français, avec l'accent anglais, c'est devenu tennis. Donc le tennis, à l'origine, c'était le jeu de paume, et c'est devenu donc le mot tennis à part entière. Et donc là, il y a beaucoup de mots anglicistes, qu'ils soient d'origine américaine ou anglaise, qui ont envahi le français, et on ne sait même plus ce que signifient en réalité les mots en question ou ce qui se trame derrière. Et je vais me recentrer sur le sujet des académiciens. Non, mais c'est passionnant parce que on oublie souvent dans cette époque où, comme disait Soral, la plupart des gens ont une mémoire TikTok qui dure 3 minutes. C'est que on est en train d'effacer toute notre mémoire collective. Et ce qui arrive là est un des plus grands dangers de notre siècle, et même du millénaire, parce qu'en réalité, on n'a paradoxalement jamais eu autant accès à la culture, au savoir et aux connaissances. Aujourd'hui, sur Internet, même dans les bibliothèques nationales, etc., on peut avoir accès à tout, mais vraiment à tout, même à des documents déclassifiés. Et dans le même temps, on a l'effacement des archives via Google qui supprime à peu près 40 à 50% des données sur Internet. Donc, même des vidéos qui remontent à quelques années aujourd'hui sont quasiment introuvables parce qu'elles sont trop sensibles en matière d'information. Donc, il est vital de télécharger, de sauvegarder, etc. Et c'est ce qu'on conseille beaucoup aux lanceurs d'alerte, et c'est ce que les lanceurs d'alerte conseillent, c'est de tout archiver pour garder une mémoire à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et de l'époque. Et puis, dans le même temps, en fait, on est en train de réapprendre toute une histoire, soit qu'on n'a jamais apprise à l'école et qu'on n'apprendra jamais, soit qu'on a effacé de notre mémoire parce que ben, on ne peut pas tout retenir non plus. Mais voilà, donc c'est pour ça que si on prend du temps à faire ça, c'est parce que ce qu'on vit aujourd'hui vient déjà de cette époque-là et que c'était un long cheminement, une longue préparation, et que finalement, la fin de la France a commencé en 1789, quand tu réfléchis bien. Et 1789, il y a eu un avant, il y a un après, et aujourd'hui, en 2026, on est toujours dans cet après 1789, et beaucoup de gens aspirent à revenir comme c'était avant 1789, pas forcément dans la royauté, mais peut-être une nouvelle société, mais qui reprendrait des fondements de ces racines-là. Je sais pas si je suis clair ou si c'est bien ce que je dis, mais voilà. J'ai compris ce que tu voulais dire Voilà, et je pense que c'est de ça. l'autre côté, dans vos salons, vous comprendrez. Effectivement, le tronc commun, et peu importe notre histoire, c'est qu'on sait tous que quelque chose va de travers. On voit bien c'est pas logique. Et toute la difficulté de chacun, c'est d'accepter de renier ce pourquoi on nous a formatés. Et j'avais déjà abordé le sujet de Marianne à l'épisode précédent en disant mais Oui. Marianne, oui effectivement c'est pas que Brigitte Bardot, c'est pas que le buste qu'on peut voir désormais, mais c'est avant tout un symbole maçonnique et un symbole maçonnique de la phase 1717-2017, hein, donc les 300 ans de l'avatar du Léviathan. Donc déjà, on commence à regarder différemment le buste Marianne. On commence à regarder différemment les timbres Marianne. On n'a pas envie de signer un pacte de sang en timbrant nos courriers. Le fait d'affranchir, c'est ce n'est pas anodin non plus. On a franchi un courrier, c'est pas anodin. Et ce sont toutes ces petites choses-là qui font que de façon
collégial parce que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas à être d'un avis ou d'une opinion, c'est factuel. Et je comprends ce que tu veux dire parce qu'on en est tous là. Sauf que c'est difficile pour Cosette de se dire qu'elle a été élevée par les Thénardier, qu'elle a appris à aimer le mode de vie des Thénardier, alors qu'en fait Cosette, c'est la reine de France, on va dire, dans l'esprit. Mais comment faire pour comment dire, apprendre la déloyauté vis-à-vis de nos bourreaux, c'est pas évident. Et pour ça, il faut connaître les fondements, il faut connaître leur mode opératoire, il faut savoir exactement de quoi il en retourne, d'où l'importance de l'énoncer aussi. Là, c'est à moi de te renvoyer la patate chaude en me disant est-ce que je suis assez claire? Voilà, on se comprend. Donc maintenant, on Donc, va poursuivre. on va essayer d'avancer. Donc, Oui. tous les ans, l'Académie des sciences morales reçoit je ne vais pas dire une lettre de course comme chez les corsaires, mais c'est à peu près ça, un thème à aborder, à travailler, voire à plancher. Et parmi les thèmes qui ont été abordés, en fonction des années et en fonction de la législature, donc soit c'est Macron, soit c'est Hollande, soit c'est Sarkozy, peu importe, mais on avait le pouvoir, on avait la santé, on avait tous ces thèmes-là qui sont travaillés par les académiciens, fort intéressants quand on regarde leurs travaux, hein, il faut y aller, ça fait partie de notre patrimoine, donc aussi. Et on se rend compte que de ce qui est mis en place dans leur rapport, eh bien en fait c'est détruit. Donc d'un côté, les académiciens vont travailler pour faire des propositions, et de ces propositions-là, la République se charge en loge de tout détricoter. D'où l'importance des septennats avec début de septennat, première phase de 3 ans et demi. On fait le point sur ce qu'on a détricoté. À 3 ans et demi de septennat, même si c'est un quinquennat aujourd'hui, hein, on fait le bilan. Et les 3 ans et demi après, on voit si on peut continuer à détricoter la France. Alors, ce qui est important d'autre à dire, ah oui, on va pouvoir aller, si tu es d'accord, en page, numéro de bas de page, c'est le 126. Tu Ah ben, y j'y es? étais. C'est parfait. Nickel! Pourquoi? Parce que, et là, si tu veux bien, je veux bien que tu lises parce que je pense que le son porte mieux depuis chez toi que chez moi. Alors, je cite, alors, c'est une partie qui me passionne en plus. Je t'avoue et je le dis en toute transparence aux auditeurs que des 2 500 pages que j'ai, ce que j'ai le plus apprécié au-delà de la partie covid et cetera, tout ce qui est partie technique, ça me gonfle honnêtement, mais c'était important de le lire. Ce que j'ai apprécié le plus peut-être, c'est, ce qui toute ma vie m'a porté, c'est l'histoire et honnêtement, cette partie-là, je la trouve passionnante parce qu'elle nous conforte encore plus sur le fait que la République, c'est ce qui nous a mis dans la merde et c'est en sortant que nous retrouverons notre liberté, notre souveraineté, mais pas notre liberté au sens maçonnique, notre liberté en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et voilà pourquoi, surtout avec des émissions comme avec Marion Sigaud ou d'autres, moi j'ai décidé de faire sécession avec la République. Et voilà, c'est important. C'est qu'il faut bien comprendre d'où l'on vient pour comprendre où l'on va. Et dans ces dossiers-là, euh, on peut juger hein, de la qualité, de l'écriture, de ce qui a été dit, etc. Vous n'avez pas la prétention d'être historien et vous l'avez jamais revendiqué, mais vous avez fait des recherches, vous avez fait ce que tout citoyen devrait faire. Et j'ai apprécié la démarche qui a été la vôtre de vouloir vraiment sortir de votre zone de confort pour aller vraiment dans des domaines qui parfois même sont inexplorés pour la plupart d'entre nous. Voilà, c'était la petite parenthèse, sachant que, je cite, entre guillemets, donc un concept généralisé. Si le concept de mouvance s'applique à l'origine à la seule suzeraineté du roi de France, il a été généralisé par l'usage. On l'emploie ainsi pour désigner la pyramide vassalique dépendant d'un prince souverain comme le roi de Castille ou l'empereur germanique. Par extension, il est parfois utilisé au niveau inférieur pour désigner les vassaux d'un feudataire
quoique cet usage pose problème en raison de la possibilité d'intervention du suzerain suprême. La mouvance désignerait alors de façon plus générale l'ensemble des fiefs et arrière-fiefs devant hommage à un seigneur quel qu'il soit. Son principe, donc dans l'article 2 de la Constitution de 1958, avec la version réactualisée, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si dans les faits ce principe, et non cette notion, comme se plaisent à le dire les membres de l'équipe encore aux manettes, n'est pas respecté, de deux choses l'une, soit nous sommes face à un acte de félonie pour rester dans le registre moyenâgeux pour être congruent avec les mots choisis par nos illustres académiciens, soit, et ce n'est guère mieux, nous sommes les dindons de la farce et non les coqs de la basse-cour. Et en bonus, les deux, mon capitaine, gouvernés par des félons qui nous font prendre des vessies pour des lanternes depuis des décennies. Vous verrez plus tard que les filles. Pardon. On va Ouais. arrêter là juste pour une précision, pour ne pas vous perdre de l'autre côté. C'est sur le terme mouvance qu'on s'est appuyé. Pourquoi? Parce que le terme mouvance est un terme spécifique, donc qui est un terme moyenâgeux, ce que tu viens de lire, qui s'apparente au fief. Et dans la présentation sur le site des académiciens des sciences morales et politiques, ce terme mouvance est mis en avant et il fait partie de leurs principes de base. Je vais juste lire ce qui était en préambule de ce que tu as lu il n'y a pas longtemps. Les sciences morales et politiques qui ne sont apparues qu'au cours du siècle suivant, il faut relire le site, dans la mouvance des Lumières. Donc, la mouvance des Lumières, c'est Voltaire, c'est d'Alembert, etc. C'est la cour de Louis XIV et même avant. Donc, on voit bien d'où sort le luciférisme, antérieurement même à la captation du savoir des bâtisseurs par les liquidateurs, donc la nouvelle franc-maçonnerie de 1717-2017. Et cette mouvance des Lumières, c'est ni plus ni moins capter le modèle féodal en vue de mettre en place la révolution de 1789, qui va réinstaurer le système de l'impérialisme romain germanique, esclavagiste. Donc la République qui est la nôtre depuis 1789 est une république romaine, esclavagiste, polythéiste, antérieure même au culte abrahamique des religions monothéistes. J'essaye à chaque fois de répéter. C'est ce qu'on appelait dans l'industrie pharmaceutique le SAR. Simplifier, accentuer, répéter. D'accord. Alors, Ah, notre ami Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne. Enfin, il l'a été, il l'est plus, je crois. alors il a été maire de Lorient. D'accord. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires, non, de la Défense, je crois. Alors, Non, il a des eu Affaires différents étrangères postes. Il a pendant 10 différents. ans. Ouais, mais celui où il est, la plus longue longévité de ministre qu'il a eu, je crois que c'est Affaires étrangères, dans mes souvenirs comme ça. Alors, Parce qu'il a traversé Hollande et Macron à la fois. plus que Et ça. plus que ça même. Plus que ça D'accord. en politique, puisqu'il a été maire de Lorient. Donc, mais au moment où nous écrivions les dossiers, il était donc ministre en poste des Affaires étrangères, effectivement. Puisque c'est lui qui a signé la mise en gage ou la cessation de la France à l'OMS, donc une des têtes du Léviathan bleu et blanc, Terramar, etc. Et donc, c'est lui qui était le porte-chemise attaché-caisse qui a signé le traité entre la République française au nom de la France, même pas au nom du peuple, avec l'OMS, donc à Paris le 16 décembre 2019,
à Genève le 31 décembre 2019 et donc entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ensuite, on a eu la déclaration de guerre du 16 mars 2020 et au moment où nous écrivions les dossiers, il était toujours en poste au ministère et parallèlement, il avait créé un groupe qui s'appelle le Braise Labo. Voilà. Et ce n'est pas pour rien hein, si je mets des informations concernant la Bretagne. Bon, déjà parce que je ne vis pas à l'est, mais je vis à l'ouest. Et que il faut bien comprendre que lorsque l'on parle de franc-maçonnerie maritime, avec un code bleu, blanc, rouge pour représenter cet impérialisme-là, que c'est en lien avec le commerce triangulaire, donc avec un jeu de course entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre pour tout ce qui était comptoir, colonie et expansionnisme et tout ce qui s'ensuit. Ce ne sont pas les territoires terrestres de la France de l'époque qui faisaient du commerce maritime. C'est vraiment toute la côte et spécifiquement la Bretagne. Je suis désolée de le rappeler, l'esclavagisme n'était pas, comment te dire, techniquement 300 ans, 400 ans après, on nous fait porter le chapeau d'un système immonde qui existe toujours, alors qu'en fait la plupart de nos aïeux étaient des ruraux et ne faisaient pas commerce triangulaire. Et la Bretagne était pourvue de pas mal de ports en lien avec les corsaires, le commerce triangulaire. D'accord. Définition du mot cub ou club. Ah, Club. Club. Oui, non, mais je te dis, non, mais y a pas de problème. J'écrivais avec les stylos, Club. avec les pieds. Du moment que tu n'écrivais pas avec tes pieds, c'était le principal déjà. De l'anglais J'avais club. tous mes écrans d'ouvert, ma tablette pour l'hypnose que j'ai dédiée à ça, puisque j'étais praticienne en hypnose à ce moment-là. J'ai tout arrêté, j'ai jamais pu reprendre. Donc tout ce qui était écran, téléphone, tablette, et ordinateur, tout servait pour nos recherches. Et donc, de l'anglais club. Bâton, société, le sens étymologique de bâton est un emprunt de la fin du XIXe siècle. On suppose que le sens de groupe de personnes est né de celui de masse, agrégat, qui pourrait résulter de la comparaison avec la masse d'un gourdin ou d'une massue. voilà. Okay. Donc, ce que j'ai mis alors, club échangiste, il faut rappeler que les clubs échangistes étaient toujours ouverts pendant les phases de confinement, pendant le Covid, alors qu'on a fermé des librairies, des restaurants, des salles de sport. Voilà, il faut le rappeler ça pour le devoir de mémoire. C'est tout à fait logique. On est gouverné par des CBB. Oui. Je n'irais pas le dire plus. Non, mais bon, bref. Donc là, si tu veux, Nicolas, au fur et à mesure, on a juste donné des informations sur certains clubs, notamment, il y a le club connu du XXe siècle, mais il y a la nouvelle mouture qui est le XXIe siècle. Et là, par contre, j'aimerais bien qu'on fasse un petit arrêt sur image sur ce XXIe siècle, le club du XXIe siècle. Oui. Pourquoi? Parce qu'on s'est penché sur la dynamique de ce club et on en a extrait quelques noms avec leur pédigré. Alors, dans ce XXIe siècle, c'est très, comment te dire, jeunes cadres, ex-sportifs, les cadres dynamiques, enfin la nouvelle vague, si tu veux, de ce qui nous gouverne. Et donc, parmi les personnes qui sont dans ce XXIe siècle, le club, il y avait Fleur Pellerin. Ensuite, il y a Laetitia Elouette. Alors, je ne vous dis pas tout. Hein, mais je crois savoir que Fleur Pellerin est une young leader de Davos. Donc, déjà, dès le départ... Il y a ça. Et puis, Jean-Pierre, de son côté, quand tu me parles des young leaders, moi, ça me fait penser au Yellow Ashoka.
Et là, c'est Jean-Pierre qui t'en parlerait plus Ouais, facilement. parce que Yellow Ashoka, ça me parle pas trop, mais Alors, c'est plus féminin, d'accord. voilà. OK. C'est 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 ça veut la dire même quoi? tendance. Il y a Yellow, c'est jaune, mais Ashoka, c'est quoi? Il faut voir avec monsieur D'accord, Jean-Pierre. OK, on verra, on verra. OK. Donc Laetitia Elouette, elle a un CV long comme le bras. Alors, ah oui, il faut démystifier les CV à rallonge, d'une façon générale. Oui, 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 bah, c'est alors Pourquoi? pour donner un exemple un peu plus, comique, dans le sketch des Inconnus sur l'hôpital, quand, on voit le chirurgien ou le médecin qui arrive à 10:30 après son cours de tennis ou je ne sais quoi et puis qui a un CV, voilà, expert de machin et cetera, puis en fait qui se gourde de jambes à opérer, voilà, c'est l'archétype même du CV qui fait 3 pages et en fait, comme disait Coluche, le mec il vend de l'intelligence, mais il a pas un seul échantillon sur lui, c'est un petit peu ça. Alors, le CV à rallonge, d'une façon générale, et ça touche tout le monde, et on est parfois impressionné par la ligne de code, on va dire. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a les systèmes de tronc commun et de passerelles. Ce qui explique qu'en ayant, ta formation de base, il suffit que tu t'inscrives à, 2-3 UE, unités de valeur, à la fac ou une école. Tu valides tes 3 UE, mais comme tu as déjà le socle, eh bien, tu peux valider un autre diplôme, rien qu'en ne faisant que 2-3 matières. Donc, c'est un peu facile. Et ça explique aussi pourquoi certaines personnes ont un CV long comme le bras. Euh, Peu importe que ce soit des politiques, des c'est une façon logique d'obtenir des, des, des compétences annexes à son socle de compétences. Je te donne juste un exemple. J'ai divers diplômes validés, dont des diplômes dans l'industrie pharmaceutique, fac de pharmacie, etc. Et de par mes formations en pharmacie, j'ai pu intégrer en 2015 une école d'art-thérapie en troisième année, et donc de rentrer directement en troisième année. Donc c'était, j'ai plus le programme en tête. Comme c'était 2015, ça correspondait aux attentats et j'ai été impactée indirectement par les attentats, et j'ai arrêté cette formation-là. Mais par le système de passerelle, j'ai pu gagner 3 ans sur la formation. Voilà, c'est juste une parenthèse. Donc, vous avez un panel d'individus, je vous laisserai regarder, assez intéressant, en lien avec McKinsey, par exemple, dans ce 21e siècle, ce club-là. Donc pour citer les noms il y a notamment Boris Janicek, dirigeant d'entreprise d'origine israélo-croate. OK, il y a Jacques Galvani, d'accord. On a Aïba Ouassi, heu, cofondateur de la startup lexdev.fr. OK, on a Alors, justement, oui, nickel, pardon. ah bah, parfait. Neom, ça, c'est quelque chose qui sera abordé sur un Ah autre. oui, Neom, oui, vous en avez parlé dans vos dossiers, ça. Oui. Oui, Neom, en oui. plus, il y a un côté Néo, Matrix et puis Neom, ça fait, ville à 15 minutes, ville Futurix, c'est pas ça? Alors, c'est la ville futuriste qui se trouve en Arabie Saoudite. C'est Oui, ça, voilà. j'ai dit. Ah putain, Avec, maintenant je me suis rappelé. alors c'est sur un des autres dossiers, mais sur un des autres dossiers, on a regardé de façon plus spécifique ce qu'était cette structure Neom, à la fois dans l'iconographie, comment se compose leur site, leur narrative, leur programme, etc. Et puis on s'est rendu compte que François Hollande était très impliqué dans ce projet-là. Mais ça, c'est pour d'autres épisodes. Donc c'est une cité futuriste de cette zone-là. Euh, et vous verrez ça par la suite.
J'essaye de ne pas trop en dire parce que sinon, je vais sortir mes autres dossiers qui sont juste à côté et puis je ne voudrais pas perdre le fil. Alors juste après, il y a le fameux Entresol qui est un club qui a été interdit, mais qui existe toujours. Et la seule chose qu'on a pu glaner sur internet, c'est la page de Oui, Lauriane. Mona Interman, en plus, elle est vachement connue, quoi. Et donc, elle fait Ah, partie tu es du encore club. là? Bah, vas-y, je t'en prie. Ah, pardon, Fais-toi excuse-moi. plaisir. Non, non, mais l'entresol, bon, je connais l'entre-soi, je connais aussi l'entrecôte à Bordeaux, qui est une très bonne adresse aussi, pour ceux qui aiment les steaks frites, mais enfin les entrecôtes frites, mais là, l'entresol, je connaissais moins. Paris, Louis le Grand, premier arrondissement, d'accord. Le Club des 100. C'est de l'époque Montesquieu. C'est un club, une société hermétique qui avait été interdite. Ah ouais, le Club des 100, ça, alors le Club des 100, les compagnons de cocaïne, ça, il rassemble Arditi, Bouvard, Claude Bébéar, Martin Bouygues, Henri de Castries, Xavier Darcos, Michel Jean-René Fourtou, Guillaume Gallienne, acteur, Michel d'Alberto, Laurent Burel, Henri de Castries, Nicolas Destienne d'Orve, Antoine Frérot, Jean de Luxembourg, Jacques Maillot, Renaud Mantovani, Albert II de Monaco, Jean-Marie Messier, Éric Orsena, Gilles Pélisson, Robert Peugeot, Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt, Lui, c'est celui avec qui vous avez justement dédié vos dossiers, là, le secrétaire voilà, perpétuel, bien sûr. qui était à l'époque où on a rédigé nos dossiers et à qui on a adressé tous les dossiers, hormis la sommation à faire. Bien Il sûr, était secrétaire tout à perpétuel fait, de tout à l'Académie. fait. Bernard D'accord? Pivot, bon, qui est décédé, qui faisait apostrophe entre autres, Christophe Huchet Alors, de Quénétain, Raffarin. techniquement, il y a deux types de clubs des 100. Il y a celui-ci, donc c'est l'orthographe. L'orthographe, il y a le club des 100 CE, enfin, où le nombre Les est chiffres. écrit en lettres. Ouais. Et il y a un autre club des 100 qui, lui, c'est en chiffres. Donc, il ne faut pas les confondre. Ce club des 100-là, c'est un club exclusivement masculin. Il n'y a pas de membres féminins. Donc, comme le nom l'indique, c'est un club qui regroupe 100 adhérents. Où ce qui ressort, c'est surtout l'aspect culinaire. Mais de la même façon que lorsque je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, non pas sur le terrain, mais au siège de ma première entreprise, eh bien, les contrats se signent au restaurant. Toutes les grandes décisions se signent dans les restaurants ou au cours de chasse à cour. Le Club des 100, de l'autre côté, outre-Atlantique, Candace Owen l'a cité, ce Club des 100. Et de façon tout à fait anecdotique, j'essaye d'avancer dans mes pages. Lorsque le couple, désormais à l'Élysée, était à Bercy, certains membres du Club des 100 ont été invités à la période 2016. Donc tout est lié. Hein. Tu cherches quelque chose? Non, non, pas du tout. Comment dire, justement, je regarde en même temps et voilà, il est un fait hautement vérifiable, quand bien même ces messieurs, ça serait en faux. La grande majorité d'entre eux ont des relations de proximité avec le couple Macron. Ouais. Philippe Oui. Bouvard. Mon Philippe Bouvard, à l'heure actuelle, il a 96 ans, donc voilà, mais bon. Claude Bébéar. Alors là, je vais passer un petit peu, mais c'est toute On passe. la clique du showbiz qui a appelé à voter Macron, à faire barrage au Alors, fascisme, qui était contre les gilets jaunes, qui demandait à ce que les gens se fassent piquer pour aller à leur spectacle avec le pass. Voilà. est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu? Parce que même si... Voilà, stop, le QQOCP. Le QQOQCCP. Voilà. Qui que quoi donc non. Où est donc Ornicard? Parce que, contre toute attente, on a appliqué une méthodologie pour monter nos dossiers. Donc, on a appliqué le qui, quoi, où, quand, pourquoi. Et même si c'est à spectre large, parce qu'on brasse beaucoup de sujets, on a toujours cette ligne directrice pour pouvoir aborder chaque chapitre.
Donc, c'est pas aussi nébuleux que ça, qu'il n'y semblerait. Donc, que ce soit Jean-Pierre de son côté ou moi du mien, on a toujours appliqué cette méthode-là, avec en ligne de fond notre actualité de l'époque, qui était la phase aiguë Covid. Très bien. Alors. Donc, juste après, il y a Jacques Attali. Ah, notre ami Jaco qui m'a bloqué sur X. Ah, il est où, Jackie? Pardon, Jacques. Euh, c'est quelle page? Alors, c'est la page 147. C'est Ah, après 147. Montesquieu. D'accord, Après Montesquieu. Montesquieu, c'est après tout ça. Attends, c'est comment le baron Charles? Le vrai nom de Montesquieu, je me rappelle plus, c'est baron. euh, Non, non, ne me pose non, pas cette question-là. alors, Je n'aurai non, pas parce que la je vais me réponse. un petit style, donc je vais quand même regarder. Le baron, c'est pas le baron de la Brède? Non, c'est si, baron de la Brède et de Montesquieu. C'est Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, tu vois? J'étais pas loin. C'est bien. Voilà, parce que Non, bah, mais j'ai quand même été à la fac de droit, l'université Montesquieu Bordeaux 4. Donc j'étais censé connaître un minimum, surtout que il a écrit De l'esprit des lois, entre autres. Voilà. Alors, nous sommes à Mazarin, 146-147. Oui, ah bah oui, bon, on l'a vu ça l'autre jour. Ah oui, on était voilà. descendu, on est remonté ensuite. Donc le symbole maçonnique, etc., on va pas revenir dessus. Non, mais ça, ce sont les outils de l'époque, donc 18e, des compagnons maçons. Oui, Donc, si tu veux, le raccourci fait que on va parler des compagnons maçons, des frères maçons, des bâtisseurs, etc. Mais en réalité, ils ont été switchés, pardon. Ils ont été remplacés par les corsaires, donc tout ce qui était commerce maritime. Ils ont conservé façon paravent le nom franc-maçon. Donc, du côté anglais, c'est maçon libre, laissons entendre que c'est toujours en lien avec les bâtisseurs, mais on verra par la suite que c'est en lien avec un modèle de société qu'on appelle le socialité ou le société, et qui est en lien avec tout ce qui est ruche. Mais ça, c'est pour l'épisode d'après. Donc, Jacques Attali, pourquoi je l'ai mis là? C'est parce qu'il, lui, il fait partie du cercle d'Orion. ah, et qui s'appelle Orio Kézak. Non, pardon. Excusez-moi, je voulais faire une. Pardon. On a Désolé. le droit, on a le droit Ah, de ça dire. va. On n'a pas tout le temps de. Et on n'a pas une société de loisirs, hein, donc on fait ce Donc, qu'on peut, hein. c'est en lien avec le rôle du conseilleur qui n'est pas le payeur. Jacques Oui, Attali, Georges Pompidou, donc, qui ouvre le bal. l'Ouroboros, donc en étant Oui. le premier Rothschild officiel aux manettes, avec le dernier le dernier de cordée aux manettes. Ah ouais. La loi Pompidou-Rothschild du 3 janvier 73, notamment. Voilà. Voilà. Et donc, toujours pareil, on revient sur l'Académie des sciences morales et politiques, et c'est là où vous aurez effectivement les thèmes abordés par les académiciens, par exemple. Je suis dessus, on pourra faire passer les pages. Parmi les sujets traités, il y a en 2021 santé et société. D'accord. Covid. Ah, c'est marrant, En ça me fait penser à 2020, la grande réinitialisation, moi. en 2020, le pouvoir. Ah, tiens, je suis dessus. En 2019, l'action extérieure de la France. En 2018, l'opinion publique. En 2017, les réformes. En 2016, le droit dans la vie internationale. En 2015, les mutations religieuses contemporaines. On est un État dit laïque. Et dis-moi, le Oui. public, il n'a pas le droit d'y entrer là-dedans? Alors, Il n'y a pas de séance publique pour le peuple? ça, je ne sais pas. On peut assister aux séances, je pense, publiques qui ont lieu. La date, leur agenda est communiqué. Est-ce qu'on peut visiter les lieux? Certainement lors des portes ouvertes des monuments, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les journées du patrimoine. Mais je crois qu'on peut regarder en visio certaines sessions.
Non, mais ma question finalement, pourquoi je te demande ça, c'est parce que est-ce que c'est comme un temple maçonnique où il faut frapper 3 coups pour entrer et être initié? Ou est-ce qu'on peut, quand on est du peuple, un citoyen ordinaire, eh bien, participer, alors sans, pas forcément prendre la parole et cetera? Voilà, c'est toute la question parce que Ça, je ne sais l'Académie pas. française, ils se réunissent, j'imagine à huis clos. Il y a pas de séance en visio, il y a pas de séance en c'est comme les conseils municipaux. Alors les conseils municipaux, c'est différent par contre, le peuple, il peut être présent, mais on voit que suivant les structures, les institutions, le peuple n'y a pas toujours accès, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais redire, dans le déroulé que là, il y a, il est spécifié que il y a des sessions qui sont accessibles. Comment y avoir accès, je l'ignore. J'habite loin de Paris, mais il faut simplement se renseigner, les appeler. Ils ont un numéro de téléphone, ils ont un Mmh. standard, et puis il faut visiter leur site. Je ne sais pas si c'est comme pour l'Assemblée nationale, par exemple, où on peut assister Assister à une séance. aux sessions sur les balcons, mais sans intervenir, ou pour les conseils municipaux, où même si on pourrait s'asseoir à la table des conseillers municipaux, c'est de moins en moins le cas, et on devrait pouvoir intervenir et questionner les équipes municipales. Et crois-moi, Nicolas, c'est de plus en plus compliqué. Tout est fait pour que les citoyens n'y Cela accèdent en plus. Oui, en fait, tout est fait pour que les citoyens se désintéressent de leur vie publique, et de ceux qui les représentent, quoi. Mais on peut pas, enfin, il faut aussi rester honnête vis-à-vis de ça. C'est parce qu'il y a eu la guerre sanitaire et tout ce qui s'ensuit que, avec Jean-Pierre, on s'est réellement intéressé à la vie de notre commune. Déjà parce qu'on a voté pour l'équipe en place et puis qu'on a fini par porter plainte contre l'équipe en place. C'est quand même, voilà, c'est comme ça, hein. Mais et qu'on a commencé à s'intéresser aux conseils municipaux. Mais avant ça, je n'ai jamais assisté à un conseil municipal. Il faut être aussi honnête, hein, vis-à-vis de ça. Donc, même si je le dis comme si c'était une évidence, il faut reconnaître que, mis à part le sacro-saint bulletin dans l'urne, on ne nous apprend pas la vie citoyenne, on ne nous apprend pas la vie collégiale d'une nation. On sait, t'inquiète, je gère. Donne-moi ta voix et puis je fais ce que je veux. Avec ce mensonge qui fait que s'il y a l'alternance, on est sauvé. Alors que c'est faux. Donc faut pas, comment te dire, je ne serai pas Oui, de parfois, il y ceux a des qui… déclics qui font qu'on s'y intéresse, voilà. Déjà, on ne nous apprend que la moitié de l'hymne national, donc rien que ça. Mmh. Et Donc non, déjà, il quand faut on pas ouais. Mmh. faut pas, enfin, je vais pas, comment dire? Sans m'énerver. Je ne suis pas de ceux et de celles, hein, parce que je pense que Jean-Pierre sera d'accord avec moi, en tout cas en off, c'est comme ça qu'on est. Je n'ai jamais craché sur le prochain. Au contraire, c'est parce qu'on a eu à cœur de, 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 de donner l'information à tout à chacun, mais je ne vais pas cracher sur le vacciné à l'époque et me racheter une conscience en les parrainant. Je ne vais pas cracher sur les personnes qui ne vont pas au conseil municipal déjà parce qu'on ne sait pas s'ils sont au boulot ou pas à ce moment-là. Les conditions d'exercice d'un conseil municipal sont faites en sorte que les gens ne peuvent pas y assister. Donc, mais c'est à nous réapproprier du bouche à oreille ce mécanisme-là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Nous, on a fait nos dossiers pour l'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a
compris, trouvé, on le destine à tout le monde parce que ça concerne tout le monde. C'est une façon comme une autre d'aimer son prochain, on va dire ça comme ça. Très bien. Alors, on va avancer un petit peu déjà sur des remarques notamment. Toutefois, l'Académie continue à exercer un magistère moral et continue de saisir quand le besoin s'en fait sentir les pouvoirs publics. L'Académie abrite des fondations dont l'objet correspond au domaine d'expertise de ses membres et concourt au bien de l'homme et de la vie en société par des études, des prix et des actions diversifiées. Donc, Arif. Et oui, Eh oui. toujours la trame de fond, c'est-à-dire qu'en 2022, ils ont travaillé coécrit un ouvrage sur la vaccination des petits. Donc, qu'on s'entende bien, les académiciens, vous allez voir, c'est pas des gentils non plus, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais, comme le disait Jean-Robert Pitt, ils ont le devoir de nous dire la vérité, même s'ils sont sous la protection de la présidence de la République. Et je voudrais juste faire un aparté. L'Institut de France, donc, qui est initialement, on va dire, royaliste, donc antérieur à la Révolution, et est sous tutelle de la présidence de la République. La nouvelle académie, toute récente, l'Académie des sciences et technologies, l'Académie des sciences, est sous protectorat. Il y a une différence, hein. Et dans cette nouvelle académie, qui est de mémoire date de 2007, on y retrouve donc Laurent Alexandre, Thierry Breton, Monory, Jean-François Delfrécy, des membres de la commission de l'OPESC, donc normalement c'était Valérie Delmotte-Masson, etc. Attends, là c'est dans la mémoire, un disque dur mémoire, pleine mais mémoire un petit peu quand même. Après, on a fait un petit bandeau sur l'INSEE pour vous montrer qu'effectivement, les codes APE, les numéros de SIRET, etc., pour vous montrer qu'effectivement, ces institutions-là sont passées d'institutions, je ne saurais même pas quel terme dire, à société SAS. Donc, ce qui existait du temps de Montesquieu, etc., sont devenus des SAS. Là où on va s'amuser, c'est sur la signification de leur costume. Ah, les membres de l'Académie française. Ah oui, Laferrière, Marol Hoffmann, Michel Déon, Alain Decaux, De Broglie, Jean d'Ormesson, Simone Veil, Carrère d'Ancos, Giscard, Orsena, Serre, Dabadi, ouais, Finkielkraut. Donc on a sur cette liste, on a également Max Gallo, Pierre Nora, Ruffin avec un seul F, Salnave. Voilà, on en a un paquet, Darcos aussi. Donc pourquoi cette liste? Ah quelle question, parce que j'étais en train de faire un dossier sur tout ce qui était académie, société hermétique et club, et je trouvais pertinent d'avoir cette capture d'écran qui est en lien avec l'académie française, pour montrer le panorama de ces illustres immortels, qui, in fine, pour certains, seront fortement décriés probablement. Mais on n'ira pas plus loin. Ce qui est important, après, c'est tout ce qui concerne les habits des académiciens. Ah oui, les costumes. Oui, parce que c'est pareil que c'est un sacré protocole. En plus, c'est très cher parce que ce sont quand même des tissus particuliers. Il y a des dorures, il y a plein de choses. Donc, si tu veux nous en parler.
Eh bien, sur les pages suivantes, c'est bien il y a des illustrations et dans le dossier, vous avez des références d'ouvrages aussi avec des PDF spécifiques aux tenues. Ce qu'il faut comprendre, c'est le lien entre euh, les costumes, Ah oui. le monde des insectes et le monde des maritimes. L'habit et l'épée, sachant que De Gaulle avait écrit, en 1924, si je me souviens bien, dans les années 20 en tout cas, il avait écrit Le fil de l'épée, que Pétain avait préfacé, non? Oh, je ne connaissais pas cet ouvrage. Attends, je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises. De Gaulle, Le fil de l'épée. Ouais, Le fil de l'épée, donc déjà c'est bon. C'est un livre qui est sorti, ah pardon, en juillet 32. Je me suis trompé, en juillet 1932. Et la préface, c'était, je crois, de Philippe Pétain, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça faisait partie des ouvrages de Gaulle, par rapport à sa vision militaire, à ce qu'il faudrait faire pour l'armée et cetera. Voilà, donc c'était D'accord, juste une petite référence. Donc là, l'habit et l'épée, c'est c'est un regard sur les attributs communs à l'ensemble des académies qui constituent l'Institut de France. voilà. Et en allant un peu plus loin, donc on va passer sur. C'est. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, rétorque Macron à Geneviève Leguet de Nice. Ah oui, oui. Ah, D'accord. ça avait fait le tour des médias, cet épisode-là. Euh, alors attends, parce que j'avais relu quelque chose. C'est en lien avec l'épée. L'épée, il y a quelque chose de très important au niveau de du symbolisme de l'épée. Et bien sûr, j'avais potassé mon dossier à nouveau parce que je suis comme toi, je ne l'ai pas lu, mais depuis bien plus longtemps que toi. Et je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah, vous lirez. Hein. Vous Oui, lirez. voilà, on va, hein. En page suivante, voyez. Là, Ah voilà. oui, d'accord, ouais. Le frelon, l'abeille, OK. On va rester Et ça, là-dessus. c'est un avant-goût de ce qui va s'en suivre dans le dossier suivant, le vert, donc qui est le modèle sociétal des ruches. Et donc, le costume des académiciens est en lien avec la représentation de ce qu'on appelle les hyménoptères, donc ce qui sont de la famille des abeilles, des frelons asiatiques, des guêpes maçonnes, des fourmis aussi. Et l'illustration à côté du costume, c'est une illustration anglaise qui montre le rôle aussi de tout ce qui était professionnel du droit en lien avec justement le symbolisme maçonnique de la ruche. Le fait que ce soit vert et noir, entre autres, c'est en lien avec les insectes. Le bonnet, on va dire bonapartiste, c'est ça représente les feutres des corsaires qu'ils accrochaient de chaque côté pour pouvoir voir ce qu'ils devant eux ou se protéger du soleil ou d'éventuelles blessures. Donc ils retiraient leurs épingles du bonnet et puis ça s'affaissait. Et l'épée, au-delà du côté symbolique où les choses sont, enfin des citations spécifiques sont gravées sur chaque épée, ça représente le dard des hyménoptères, donc des frelons ou des guêpes ou des abeilles. Après, il y a un chapitre sur les différents logotypes de l'académie. On ne va pas s'attarder dessus, si ce n'est que l'Académie des sciences a conservé son logo initial. Alors, quand je marque que l'Académie, c'est l'antre du diable, l'Académie des sciences, c'est l'antre du diable, parce qu'elle a été créée en 1666,
il faut comprendre que tous nos dossiers sont polarisés. On a essayé de voir au maximum comment en face la Mérule raisonne, ce qui les anime et leur mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'en page suivante, vous allez avoir des cartes de tarot. Aux personnes qui sont professionnelles dans cet univers-là, ne venez pas me tirer les oreilles. J'ai pris l'aspect négatif et pas l'aspect vertueux. L'arbre de la Kabbale peut être vertueux comme vicieux. Mais là, l'objectif, c'est de comprendre notre adversaire. C'est pas d'aller voir dans le monde des bisounours. Donc, vous avez une gravure enfin, une gravure maçonnique avec Boise et Jacquin, etc. Chargé en symbole. Voilà. Vous avez une carte du jeu du tarot, un jeu initiatique avec, effectivement, c'est la papesse, et avec le Boise et Jacquin, et des différentes significations. On ne va pas s'attarder dessus. Ah oui, c'est quelle page là? J'ai zappé. Je suis page 167. Ok, bah, le temps que je retrouve. 160. Ouais. Donc c'est l'épée des académiciens pour être rapproché de l'épée du tuileur. Maçonnique. Ah ouais, donc tuileur, alors de tuiler, ok, étymologie. Franc-maçon chargé de tuiler les membres d'une loge ainsi que ses visiteurs et d'en défendre l'accès aux non-initiés. Livre ou manuel maçonnique, tuileur général de la franc-maçonnerie. D'accord. Donc en fait, à travers les symboles concernant l'Académie des sciences, etc., on retrouve les symboles maçonniques, quoi. Donc ça reste des institutions maçonniques sous couvert de littérature, de côté intellectuel, etc. Hermétique. Hermétique. C'est des cousinades, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est en fait, on peut. C'est joliment dit, ça. Des cousinades maçonniques. Ce n'est pas parce que tu es un membre d'une académie que tu es franc-maçon, par exemple. Ouais. Oui. Même si. Mais bon, en général, tu seras quand même plus approché là-dessus qu'ouvrier dans le tertiaire, quoi. Il y a beaucoup Voilà. de francs-maçons qui sont. Alors, c'est un. Comment te dire? Tu peux avoir des collègues francs-maçons, enfin, je dis tu. Vous pouvez travailler dans un univers en restauration et avoir un collègue de salle qui est franc-maçon. Vous pouvez avoir un commerçant franc-maçon. Vous pouvez avoir des agriculteurs francs-maçons. Ce n'est pas aussi exclusif qu'on peut l'imaginer. Effectivement, on va parler des francs-maçons qui sont en politique ou artistes ou ceci, mais il ne faut pas croire. La preuve en est, puisque quand je suis rentrée chez Pierre Fabre, mes collègues, mes homologues, l'un des trois avait son père qui était vénérable et ils m'ont monté une cabale, mais qui a ruiné ma carrière. Donc, non, ça c'est de la fausse barbe de croire que les francs-maçons sont là pour des raisons philosophiques en fonction des obédiences des loges. C'est pour le réseautage et le business. Donc, le business, tu peux être boucher, charcutier, restaurateur et franc-maçon. Là, ce qui va être intéressant, c'est Jean-Robert Pitt, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, à qui vous destinez vos dossiers dans le préambule. Donc, il occupe le fauteuil. Qui a été renouvelé après. D'accord. Enfin, il a été changé. Ce n'est plus lui. Il est plus perpétuel. D'accord. Alors, il explique que ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. L'étude des mœurs, cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République. Ils sont vachement libres, donc, parce que si on connaît Macron, la liberté, selon Macron,
Voilà, Ah, puis mais quand il faut, comment te dire, il faut arrêter de on prend des cons pour des gens. personnifier. Il faut arrêter de personnifier. Décollez-vous de cette programmation cristalliser sur le personnage Macron. C'est Macron à l'heure actuelle, mais c'est la même chose pour Côté Chirac, ça aurait été pareil, je veux dire, mais c'est pour bien sûr, tous, pour pour tous. tout. De toute façon, c'est une course de relais. Non, mais Ils se déjà sont que ce soit passés sous le tutelle flambeau. d'un président de la République, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Oui, C'est mais parmi. ceci étant, ils ont le devoir de nous dire la vérité. Point. Ah oui, mais entre le devoir et l'appliquer, ça fait deux. Ben, nous, on a fait ce qu'on a fait, on leur a envoyé. Jean-Robert Pitt, il a été remplacé. Maintenant, si on est plusieurs à les alpaguer, à leur demander la vérité sur l'existence ou non de la Ve République, sur la pertinence de dire qu'il y a eu un coup d'État en 47. Alors, je rappelle, coup d'État en 47, ça veut dire pas de CEE, pas du E, et pas de juillet 48 ou 47 avec la création d'Israël à l'ONU. Ça mouline. Donc, si personne ne prend à bras le corps, si on est, parce que c'est pas deux tondus et trois pelés qui vont arriver à quoi que ce soit. Tu crois qu'avec Monsieur et Madame Coq de France dans la basse-cour, on va arriver à obtenir quoi que ce soit? On a déjà montré que Jean-Robert Pitt a été remplacé après avoir reçu nos dossiers. Ça montre qu'il y a quelque chose. Maintenant, si des collectifs, des associations, des professionnels de droit, des experts en expertise, que je salue fort bien, vont au-devant de l'Institut de France et vont au-devant de l'Académie des sciences morales et politiques et posent le bon énoncé, on aura peut-être gain de cause. Mais à un moment donné, ça ne t'est pas destiné, Nicolas. Mais ras la casquette de ceux qui en. Oui, mais ils sont tous comme ça. Mais ils sont tous comme ça et on ne peut rien y faire. Vous êtes souverain ou pas souverain? Non, parce qu'ils sont tous comme ça, les politiques. En attendant, on a un jeune député qui se bat qui se démène pour l'audiovisuel. Ça Dans la montre bien que tout transparence, le monde n'est pas poli. faut reconnaître que, théoriquement, ce que le député à l'oncle fait, ça devrait être la normalité, mais comme on est dans une inversion totale des valeurs, certains érigent quasiment en héros un député qui fait bien son travail. C'est là qu'on voit que le bât blesse et c'est là que justement il faut, faire en sorte que, ce qui est aujourd'hui un acte héroïque et qui est censé être une normalité et ce que tout citoyen fait quand, il est honnête et travailleur, il faut que ça redevienne une norme. C'est-à-dire que ne plus idolâtrer et héroïser finalement ce qui est censé être normal. Ce que fait le député à l'oncle, c'est quelque chose que tous les députés devraient faire parce que c'est pour cela qu'ils ont été choisis, même si le système est ce qu'il est. Mais il est vrai que voilà, la transparence, l'intégrité, la vertu font partie de ces principes qu'on doit retrouver euh, une fois que le système sera tombé. Parce que pour l'instant, malheureusement, ces principes-là ne sont pas en vigueur et ne sont pas une généralité, mais ça finira bien par revenir. Donc ça montre bien que le jacadisme, parce que en off avec Jean-Pierre, je parle de jacadisme et de wimétisme. Ce que j'ai régulièrement comme argument ou contre-argument, hein, que ce soit en face-face ou avec des gens avec qui je discute ou par mail ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, ce qui nous désole, c'est la globalisation dans le discours. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, ne vous sentez pas offusqué dans votre salon, mais c'est pour vous montrer ce à quoi nous sommes confrontés depuis plus de 5 ans et je ne pense pas qu'on soit les seuls avec Jean-Pierre dans ce que nous, on a entrepris. Donc, j'ai une pensée pour mes confrères et mes collègues lanceurs d'alerte. Le tous pareil. Alors déjà, nous, on nous avait dit, vous êtes de l'industrie pharmaceutique, donc vous êtes des gros vilains. Mais t'es qui, toi, pour dire ça? Tu montes des films, tu fais du cinéma avec des médecins et des suspendus et tu considères que parce qu'on est de l'industrie pharmaceutique, on est des gros vilains. Tous les politiques sont des corrompus.
Bah, avec ce jeune député, on voit bien que c'est pas le cas. On va arrêter de pleurer sur des députés qui passent de vie à trépas et puis les oublier, parce que, le sens du vent, indique un autre sujet à explorer. Hem, donc voilà, je vais arrêter là parce que je sens que je vais m'énerver. Je te Tu pas fini. Si tu commences à t'énerver sur, des points de détail comme ça, tu pas fini parce que le problème, Non, c'est ce que ne sont pas des points de détail justement, c'est là où le bât blesse comme tu le disais, c'est-à-dire que, tous pareils, tous des machins, sauf maman. Et ça, c'est le modèle dans lequel beaucoup de personnes sont malheureusement, contre elles-mêmes, hein, ces personnes, impliquées, imbriquées, c'est-à-dire que, tous les soignants suspendus, sont des victimes. Nous des suspendus, des vrais suspendus qui n'avaient plus rien, on en connaît, quelle que soit leur fonction, première, leur métier premier, mais des suspendus planqués, on en connaît aussi. Des suspendus qui, avaient mis, leur bas de laine de côté et puis qui savaient pertinemment qu'il valait mieux jouer le suspendu, et jouer le héros, on en connaît aussi. D'accord? Donc, ça veut dire que les professionnels de santé qui se sont fait vacciner ou qui ont vacciné, heu, ne sont pas tous des ordures. Parce que, le jour où ces professionnels de santé intégreront que ce sont des normes militaires, ils arrêteront. Donc, je vais arrêter là quand, parce que je vois à l'écran le lemme, donc du coup, ça commence à me pour faire friser le le ouais, fil. pour le côté militaire, c'est pas encore ça, hein. Ça va mettre du temps avant que ça rentre, hein, parce que le problème, c'est que beaucoup pensent que le militaire est notre sauveur et que c'est pas notre Alors, dé alors je sais qu'il y a 50-50 et qu'il faut c'est pas pas ça. faire d'amalgame, mais C'est pas bon. ça. C'est juste alors, merci à toi Nicolas. Tu vois quand je te parle de jacadisme et de wimétisme. Le jacadisme, ça on l'a aussi bien du côté, de l'adversaire attitré que, chez la sphère, on va dire, opposante. Ex-complotiste, ex-complosphère, tout ce que tu veux. Hem, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté des 2 côtés. Qui ont besoin de mentors, parce qu'ils n'ont pas suffisamment foi en leurs compétences, leurs connaissances, leur instinct, leur intuition et donc ils vont chercher un berger en extérieur. Donc le jacadisme, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire, à maintenir, du côté de l'adversaire attitré, le discours faut pas que je le discours médico-pharmaceutique, relayé par la dissidence dite résistante, qui maintient le discours médico-pharmaceutique. Le jour où le fait militaire sera mis sur la table et que des 2 côtés, donc que ce soit l'institutionnel ou la résistance, les gens commenceront à changer. Et que faire si, en face, il y a trop de déni et de nihilisme en la matière? Déni par rapport à quoi? Bah, c'est-à-dire que alors c'est sûrement naïf ce que je vais dire, mais, heu, c'est comment j'ai l'impression que depuis 5 ans, beaucoup ne veulent pas, assimiler que c'est militaire. C'est-à-dire que, hem on reste dans le côté, voilà, les généraux, vont nous sauver, il faut que l'armée se mette de notre côté et en même temps, ils arrivent pas à assimiler le fait, les gens, que, bah, finalement, une partie des militaires, est contre le peuple parce qu'ils sont, du système, voilà, il y a tout en fait, dans l'armée elle-même, il y a plusieurs problématiques, c'est-à-dire les armes à énergie dirigée, le harcèlement électromagnétique, qui sont aussi des technologies militaires. Et comme nous sommes en guerre, déjà certains ne veulent plus croire qu'on est en guerre parce que le Covid, c'est derrière nous, comme s'il y avait que le Covid qui comprenait cette guerre, alors que la guerre, elle est totale depuis le 16 mars 2020. Le Covid n'était qu'un prétexte. C'est tout le reste sur l'éducation, sur la santé, sur la justice, sur l'alimentaire, sur tout,
Mmh. et sur la géopolitique. Ça, c'est déjà à prendre en compte et le problème, c'est que les gens ont tellement peur de perdre le peu de confort qu'il leur reste, heu, le pain et les jeux, tu sais, ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait 2 siècles qu'on est abrutis. On Oh, a plus été que ça, abrutis depuis Nicolas, des oui, non, plus que mais ça. d va pas Mais plus je loin vais parce que déjà pour je certains, 2 siècles, c'est déjà, trop loin. c'est Déjà déjà 2 7 ans, ans en pour eux, arrière c'est pour moi. terminé. Voilà, le Alors problème, je vais c'est que essayer dans une oui, mémoire TikTok qui dure 3 minutes, déjà 2 ans, c'est trop. Alors alors imagine, je vais ess tu vois? excuse-moi, on est en train de Pardon, se excuse-moi, mais voilà, c'est ça, c'est qu'en je vais fait, essayer on a de revenir à ta question d'origine, à savoir ouais, le voilà. fait militaire. Alors, qu'on s'entende bien, parmi les populations ciblées par les injections, il y avait les professionnels de santé, les militaires et affiliés, et d'autres corps de métier spécifiques. Pour résumer, tous les professionnels actifs, de protection civile, aussi bien les biens matériels que, nous. Quand je parle de complexe militaro-industriel, quand je parle de faits militaires ou militarisés, je ne parle pas d'une armée normative, ordinaire. Je parle d'une organisation transcontinentale non officielle qui effectivement, agit sur notre territoire, en notre nom, on va dire ça comme ça, mais contre nous-mêmes. Le complexe militaro-industriel, porté par, des individus comme, Bill Gates et compagnie, n'a pas vocation philanthropique. On est bien d'accord. Le jour où les gendarmes, les hommes et les femmes des 4 corps armés de France, les soignants, tous corps d'État, intégreront qu'ils ont été ciblés en premier lieu par les injections pour les décimer, parce que c'est militarisé, est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, déjà, les vaccins vont continuer à être injectés? Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, ces professionnels, s'ils sont encore suffisamment alertes, ne vont pas demander des comptes? Tant que la nature exacte de ce que nous traversons est maintenue de façon artificielle sur le point de vue civil, y compris, je le redis, hein, y compris par la résistance, on va compter les morts et l'agenda va continuer. À partir du moment où on intègre que c'est militarisé, alors, si vous regardez Hydra avec Captain America, Hulk, Thor, la saga, il y a Hydra, l'hydre. Eh bien, dites-vous que le Léviathan ou l'hydre, c'est effectivement tout ce qui est transcontinental, non officiel, mais qui est en train de dévaster tout le vivant. Donc c'est l'OMS, c'est l'ONU, c'est aussi l'UNESCO, c'est les casques bleus et tout ce que l'on veut. Mais il n'y a qu'en posant véritablement les choses à plat. Alors effectivement, soit tu te fais arracher ta quenotte, soit tu gardes ta douleur, si tu as une rage dedans, mais l'un dans l'autre, il vaut mieux se faire arracher sa quenotte et arrêter la douleur. Au moins on est fixé et on a des textes pour s'en sortir, entre autres. Et je vais essayer de pas trop m'énerver. Beh, je te propose qu'on finisse l'épisode là-dessus, comme ça on reprendra Oui, sur le LEM. Voilà, en ça tout me cas, va. merci pour, ces explications, Virginie, sur, l'Académie des sciences morales et politiques, entre autres, parce que c'est très intéressant et au prochain épisode, on reviendra donc sur le LEM, le CODEM et cetera. Donc merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à diffuser cet épisode et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bon